Perfect Actu, dernier numéro de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. L'actualité, c'est le procès Boukangalonzo, où le ministère public a requis 20 ans de prison contre Matata Ponyo, poursuivi notamment pour présumer détournement des fonds alloués à la réalisation de ces projets, des fonds qui sont estimés à plus de 100 millions de dollars américains. Il n'est pas seul sur les bancs des accusés. Il y a aussi l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Deogracias Mutombo, mais aussi l'homme d'affaires sud-africain, Monsieur Grobler. On va suivre de près ces dossiers. Il faut rappeler aussi que l'Assemblée nationale a apporté son soutien à Augustin Matata Ponyo, sans oublier d'autres personnalités politiques de l'opposition. On va aussi aborder dans cette émission la signature de la déclaration conjointe entre le gouvernement congolais ou les représentants du gouvernement congolais et la coalition ou les délégués aussi de l'AFC M23. Ça s'est passé à Doha au Qatar, une signature de la déclaration conjointe qui martèle sur le cessez-le-feu et sur la résolution pacifique de ce conflit. Félix Tshisekedi a-t-il craché sur ses propres propos? Nous en parlons dans cette émission avec Maître Dieudonné Kaninda du parti politique ALDEC. Bonjour, bienvenue. Bonjour, cher Hervé. Merci beaucoup pour cet honneur que vous m'avez fait d'être ici dans un beau cadre pour essayer un peu de parler de l'actualité, parler de la République, parler de ce qui se passe dans notre pays. Vous savez, depuis ma détention de l'ANR, c'est ma première participation. Exactement. Et je profite de votre micro de remercier toute personne. D'abord, premièrement, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que c'est grâce à l'intervention divine. Et je remercie tous les amis communicateurs, des tendances confondues, et vous aussi les journalistes. Merci beaucoup. Parce que vous ne m'aviez pas abandonné. Merci pour cette marque de reconnaissance. Vous avez dénoncé, vous avez parlé, vous avez alerté. Et je peux aussi dire, grâce à vos pressions, vos différentes publications dans les réseaux sociaux, avez essayé un peu de bousculer les choses contre un ministre qui voulait nous régler des comptes, qui voulait cacher son incompétence en usant des actes, des antivaleurs tels que trafic d'influence, tels que menaces, pour cacher son incompétence. Je cite le ministre Akwakwa avec des propos graves envers la population quinoise. Quand une personne se permet de dire que or il vit à Kinshasa et il est de la Chopo, il n'aime pas les Quinois, pourquoi? C'est la question. Il reproche quoi aux Quinois? C'est la question, il faut le poser. C'est une question, vous êtes journaliste, cherchez le ministre à quoi, il faut lui poser cette question, parce que le ministre, au lieu place de se concentrer aux différents services qui est rattaché à son ministère, lui, il préfère de se lancer à des actes, des antivaleurs. Il ne voulait pas que les gens puissent parler de son incompétence. Quand vous osez dénoncer ce qu'il fait, il y a des menaces, il y a des arrestations arbitraires. Il va appeler les gens. C'est ce qu'il fait avec les agents. Ils ne veulent pas être critiqués. Mais si vous ne voulez pas être critiqués, travaillez comme tous les autres. Pourquoi les ministres Mouyaya, il n'y a pas de communicateurs qui partent dans les médias pour tirer sur le ministre Mouyaya? Parce que les ministres Mouyaya fait un bon travail. Certaines personnes qui critiquent le travail des ministres Mouyaya, c'est par la jalousie. Mais sur le plan technique, sur le plan de la gestion de la chose publique, il n'y a rien qu'on peut reprocher à son excellence, ministre Mouyaya, de la communication. Donc, c'est juste mon introduction. Merci beaucoup. Et à tous les téléspectateurs de rester branchés, de ne pas zapper autour de cette émission. Nous allons dire des vérités. Le problème actuellement avec vous, les communicateurs, c'est que vous parlez de moins en moins de la République, vous parlez de moins en moins de l'Union sacrée, vous parlez de moins en moins des institutions, mais vous devenez de plus en plus porte-parole des personnalités politiques. Vous savez, vous défilez différents plateaux télé pour vanter leurs réalisations, pour les déifier pratiquement. Écoutez, je ne pense pas que ça serait... Et nous apprenons même qu'après chaque prestation, il y a des biscuits qui sont virés. Ça, c'est ce que vous dites. Écoutez, nous défendons certaines personnes sans les avoir vues, sans les avoir entrées en contact. C'est, par exemple, le ministre honoraire de l'EPSP. De l'EPST. Je cite Excellence Willy Bakonga. Malgré les humiliations, les calomnies,
qui subissent, ou le ministre avait subi par ses détracteurs. Mais le ministre est resté fidèle, loyal envers le président de la République. Et il a toujours été prêt de servir le pays au moment où certains compatriotes de l'ancien régime rejoignent les mouvements rebelles, mais lui, il est resté fidèle derrière la vision du chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est celui de la gratuité de l'enseignement. Le ministre honoraire de l'EPST, je cite, Willy Bakonga, il est l'architecte de la gratuité de l'enseignement. D'ailleurs, lui, il est allé au-delà de la vision du chef de l'État, parce que leur constitution voulait parler de la gratuité au niveau primaire, au niveau de base. Mais lui, là, aller plus loin, prolonger, cela même intéresser le niveau secondaire, donc 7e et 6e. Les rubriques qu'on appelait motivation des parents, pendant que l'excellence Bakonga était aux affaires, ces rubriques n'existaient pas. Le ministre Bakonga a redonné le sourire aux enseignants, les personnels administratifs de l'EPST, avec à beaucoup de familles dans un secteur oublié, de la honte. Hier, ce n'était pas facile d'être un enseignant, était un noble. Mais à un certain moment, cette prestigieuse fonction, profession, avait été bafouée. Mais le ministre Bakonga, en étant un ancien enseignant lui-même, il a redoré les sourires, il a redonné les sourires aux enseignants en augmentant leur salaire et en améliorant leurs conditions de vie. Donc, le ministre Bakonga est un artisan du changement social positif de l'agent professionnel de l'enseignement. Donc, c'est quelqu'un que le président de la République avait besoin pour matérialiser sa vision, qui est celle de la gratuité de l'enseignement. Par rapport à ses interventions dans une chaîne de la télévision que les gens parlaient de beaucoup de... Oui, le ministre Bakonga, il assume du fait d'avoir fait partir à un moment dans une formation politique. Comme Adel Kaïnd. Comme tous les autres acteurs politiques. Mais aujourd'hui, il est avec le chef de l'État. Malgré les mots d'ordre qui étaient donnés de l'autre côté, malgré des rapports montés de toutes ces pièces d'une ONG qui était expert à des rapports sans apporter de preuves, mais l'homme est resté égal à lui-même. Moi, je qualifierais les gens qui tiraient sur Willy Bakonga, c'était par la jalousie mal placée. Vous imaginez, lorsqu'on ne veut pas d'une personne, on va vous monter des choses, des histoires qui n'existent pas. On dit avoir attrapé Excellence Bakonga en face de nous à Brazzaville avec 2 millions de dollars américains dans une valise. Une histoire montée de toutes ces pièces. Or, comment on a fait facilement confiance à une ONG qui nous a habitués à des dénonciations parfois fallacieuses, en lieu et place de faire confiance aux services qui pouvaient nous mener une contre-enquête? Ouais, écoutez, c'était une ONG qui était habituée à... Est-ce que cette ONG est au-dessus des institutions est-ce que cette ONG, nos différentes la crédibilité de cette ONG, quand il parle, ça devient une parole de l'évangile. Mais comment cette ONG non crédible a eu les dessus sur nous avons déploré cette manière de faire, de mettre Georges Kapiamba, je le cite, aujourd'hui, parce que nous aurions voulu voir que les instances habilitées de mener des enquêtes et de rendre compte à la nation. Merci pour beaucoup. Le compte de devoir redevabilité. Donc, le ministre, on lui a apexi en face de nous à Brazzaville avec 14 700 $. Mais les gens animés de la mauvaise foi parlaient de 2 millions de dollars américains dans une valise. Ah! Est-ce que dans nos frontières, quelqu'un peut sortir avec 2 millions de dollars dans deux valises? Le ministre Bakonga a révolutionné ce secteur. Merci beaucoup. Même le salaire des enseignants qui était passé à 155 000 francs par enseignant et les nouvelles unités NI qui étaient à 55 francs congolais,
et ses salaires ont été augmentés de 220 000 $ à 380 $, voire même à 380 000 francs congolais, voire même à 400 000, sous l'impulsion du chef de l'État. Merci beaucoup. Willy Bakoma avait déjà participé activement avec des preuves à la campagne du chef de l'État. Donc il a participé à la campagne du chef de l'État, contrairement à des gens... C'est un document qu'on vous a envoyé, j'ai l'impression comme si vous êtes en train de faire la lecture. Non, je ne fais pas la lecture, je suis en train de vous parler de ce bienfait, de ce qu'a été l'homme quand il était ministre, ministre de l'enseignement national. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui, que le président de la République avait besoin de personnes capables qui pouvaient l'aider à matérialiser sa vision. Il y avait des gens qui étaient habitués à des critiques inutiles, qui étaient à l'Assemblée nationale. Or, ils enviaient cette fonction, mais ce sont les mêmes personnes. Quand ils ont été aux affaires, ils nous ont livré des spectacles, des disputes avec les agents de l'IGF pour empêcher les contrôles. Or, le ministre Bakonga, la porte était ouverte à tout le monde pour venir enquêter sur sa gestion. Merci beaucoup. Nous demandons au président de la République qu'il a des gens capables, honnête, sincère, qui pouvait l'aider à matérialiser sa vision. Merci beaucoup. Vous avez pris 15 minutes à parler de Mouyaya, de Bakonga, de Akwakwa, sans citer Adel Kaïnda, votre présidente du parti. Non, la princesse de Mochisenga, le mercenariat politique. Elle a toujours été placée au premier. Allez, on va parler actualité. La princesse d'El Kaïnda, elle venait de célébrer son anniversaire, je crois c'est moi ici, les 12. Je profite encore de ces micros de souhaiter lever le meilleur à notre autorité morale qui avait totalisé ses 55 ans d'âge, la députée nationale la plus expérimentée de l'Assemblée nationale avec 25 ans d'expérience. Vous savez, elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule, mais je dis, elle est parmi la femme ou le femme députée. Merci beaucoup. Avoir au moins 25 ans de l'expérience. Elle était parmi la Benjamin du Parlement lors de Parlement de Moselle Laurent Désiré Kabila, le Parlement de transition. Elle était parmi les Benjamin de l'Assemblée nationale. Donc, fort de son expérience, la princesse Adel Kaïnda, notre autorité morale que nous saluons. Merci beaucoup, Maître Dieudonné. Actualité oblige. La signature de cette déclaration conjointe, ça fait jaser, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, des réactions fusent de partout. Certains trouvent normal la signature de cette déclaration conjointe et d'autres, par contre, estiment que Kinshasa s'est réveillé tardivement. Kinshasa a perdu plus de temps dans une arrogance qui n'avait pas sa raison d'être, et maintenant que la situation a pourri, on est revenu à la raison. Quelle est votre lecture de cette situation? Écoutez, vous savez, moi j'étais de ceux qui pensaient que toutes les voies sont permis, ou toutes les voies sont permis pour atteindre l'objectif. C'était quoi l'objectif? De sécuriser la population de l'Est de notre pays, qui ont été victimes pendant plusieurs années de cette barbarie. Il y a beaucoup de parties de vies humaines. Le président de la République s'est lancé dans un processus de paix, et une paix durable. Nous assumons le fait d'avoir dit dans vos différents plateaux de télévision que il ne fallait pas négocier avec les pantins. Avec des patins. Ils ne les sont plus. Non, écoutez. Qu'est-ce qu'ils sont devenus maintenant? Écoutez. Ils sont devenus nos frères. Avant cette négociation avec les pantins, les chefs de l'État avaient été au Qatar avec leur maître. Ce qui se sont dit là-bas, vous et moi, nous ne savons pas, on ne sait pas dire de ce qu'ils ont eu à parler de l'autre côté. Et après cela, il a abouti à ces assises à Doha, ou qui a abouti à une déclaration conjointe des rebelles de M23 AFC et de le gouvernement congolais. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que toutes les voies sont permises. Mais pourquoi avoir tiré les choses en longueur pour finalement aboutir à un dialogue direct avec ces rebelles? On ne peut pas aller négocier avec ces gens en position de faiblesse. Est-ce que maintenant nous sommes en position de force? Exactement, je peux vous avouer que l'armée congolaise ou avec les groupes résistants de... Ce n'est pas l'armée qui négocie là-bas. Non,
Ce sont des politiques. Non, écoutez. C'est les gouvernements qui représentent la nation. Exact. Qui représentent les pays. Au sein des gouvernements, il y a de ceux qui représentent l'armée. Donc quand les gouvernements négocient là-bas pour un cessez-le-feu définitif, pas un cessez-le-feu partiel, un cessez-le-feu pour un temps, mais un cessez-le-feu définitif. Donc nous saluons cette belle initiative de ces assises de rencontrer des personnes concernées à cette atrocité de l'Est de notre pays afin d'aboutir à une solution permanente. Pourquoi avoir attendu que Goma, Bukavu, d'autres localités et territoires puissent tomber entre les mains des rebelles pour engager des échanges? Pourquoi on n'avait pas commencé dès que Bunagana avait été pris en otage par ces rebelles? Pourquoi on a attendu que des gens puissent mourir en cascade? Ce n'est pas que nous avons entendu la perte de vies humaines d'une manière cascade, comme vous dites. Ce n'est pas que nous avons entendu la prise de deux grandes villes de la République, une ville très importante telle que la ville de Goma et celui de Bukavu, pour appeler les gens à la table de la négociation. Non, détrompez-vous. Nous avions voulu amener les gens à cette table de la négociation pour la recherche de la paix. Si nous étions... Cette recherche de la paix ne pouvait pas commencer dès la prise de Bunagana. Le président de la République nous parle toujours de consolidation de nos acquis. Nous avons été parmi de ceux qui travaillent pour la consolidation des acquis. Pour consolider des acquis, c'est aussi d'éviter de perdre des vies humaines, d'éviter de détruire des infrastructures, d'éviter de détruire la charpente institutionnelle que nous sommes en train de construire dans notre pays pour ne pas être en même temps l'auteur de ceux qui détruisent même l'évolution de notre pays. Voilà pourquoi nous sommes allés dans ces voies diplomatiques pour trouver la paix. Et puis c'est sur la médiation d'un médiateur qui est envoyé par l'Union africaine, je cite le président togolais Faure Gnassingbé Eyadema. Pantin hier, c'était encore quel autre qualificatif collé à ces rebelles? C'était Pantin, c'était des terroristes. Et aujourd'hui, on parle de l'opposition armée. Qu'est-ce qui a changé dans le chef de ces rebelles? Qu'est-ce qui a changé dans leur comportement, dans leur agir, dans leur attitude pour que Kinshasa accepte finalement de dialoguer avec eux? Patin, terroriste, l'opposition armée, c'est la même chose. Ce sont les Français, les termes ne changent pas. Un patin, c'est un terroriste. L'opposition armée, c'est un terrorisme. Donc, faut pas aller... Donc, le gouvernement négocie avec des terroristes. C'est ça, faut pas aller dans le jeu des mots, parce qu'hier, ils étaient des terroristes. Quand ils viennent dans la négociation, c'est seulement l'opposition non armée. Mais c'est lui qui prend les armes pour attaquer sa république ou sa nation. C'est un rebelle, c'est un terroriste. Il n'y a pas d'autre qualification. Qu'est-ce qui a changé dans leur attitude pour que vous puissiez finalement accepter d'échanger directement avec eux? Ils ont compris que non. C'est Kinshasa qui a compris ou ce sont les rebelles qui ont compris? Ils ont compris qu'ils ont échoué lamentablement. D'abord, ils n'ont pas réussi à avoir l'adhésion massive. C'est ainsi qu'ils ont accepté de négocier avec le gouvernement congolais. Et voilà. Et nous, on ne négocie pas à l'idée de vendre les pays ou d'accepter des mixages, des brassages, des mutualisations de forces. Non, ça ne sera pas le cas. Où ces gens-là voulaient renouveler leur système d'infiltration de notre pays. Non, ça ne sera pas le cas. Nous sommes allés à la table de la négociation pour un seul but, pour un seul objectif, c'est de retrouver la paix à l'est de notre pays. Ce dialogue ne vient-il pas crédibiliser la thèse de Paul Kagame qui disait en son temps qu'il s'agissait d'un conflit entre Congolais, que le Rwanda n'était pour rien? Je ne voulais pas entrer à ces jeux de ping-pong quand les autres disent que c'est le Rwanda qui sont derrière le M23. C'est le président qui ne dit pas les autres. Et surtout les opposants qui... non, c'est le président de la République qui nous dit au quotidien que c'est le Rwanda derrière ces atrocités. Si c'est un propos tenu par le chef de l'État, rappelez-vous que c'est les citoyens le mieux informés de la République
quand les premiers citoyens de la République livrent cette information à la presse, et c'est-à-dire ce sont des informations fiables. Moi, je refuse du fait que d'entrer dans ce jeu-là, de ceux qui disent que c'est le Rwanda, ce n'est pas le Rwanda, c'est eux-mêmes les Congolais. Non, c'est Kagame qui nous a dit qu'il s'agissait d'un conflit entre Congolais. Maintenant qu'on a accepté d'échanger avec ces rebelles, qui sont pour la plupart des Congolais, n'est-ce pas qu'on a crédibilisé cette thèse et qu'on a accusé pour rien Paul Kagame? On n'a pas crédibilisé cette thèse. Nous tous, nous savons que les deux villes de la République démocratique du Congo étaient prises en otage par l'armée rwandaise. À la tête, ils avaient placé certains Congolais, tels que Nanga, Bertin Bissimois et les autres là, pour faire montrer à l'opinion internationale, nationale et internationale que c'est un conflit entre Congolais, ça ne nous concerne pas. Mais ils ont remarqué la présence de l'armée rwandaise dans le sol congolais. Ça, c'est noir sur blanc. Ça, ce n'est pas des choses à aller passer par le dos de la cuillère pour dire en face. Ne pas dire que non, nous avons confirmé la thèse de Kagame, c'est lui de dire que non, c'est un problème entre Congolais, non, c'est faux. Vous négociez avec les M23, vous négociez avec l'équipe dirigeante de l'AFC M23, mais en même temps, vous continuez d'accuser Joseph Kabila Kabange d'être le parrain de ces mouvements. Vous avez déclenché même des poursuites judiciaires contre lui, vous avez suspendu les activités de son parti, le PPRD. Son siège a été pillé, le ministre de la Justice dit qu'il s'agissait d'une opération de restitution de cette parcelle à sa propriétaire. Maintenant qu'on négocie avec les M23, pourquoi devons-nous continuer encore à nous en prendre ou à charger Joseph Kabila Kabange? Je crois nous avons milité dans ce pays pour une justice équitable et surtout pour l'instauration d'un état de droit. Un état qui va nous placer tous au même pied d'égalité devant la loi, sauf que l'exception soulevée par la même loi pour certaines personnes, personnes avec une certaine qualité, ils ont réservé une certaine privilège au niveau de juridiction. Donc, la décision ou la communication ou les communiqués de ministre de la Justice et celui de ministre de l'Intérieur étaient du fait que non, ils ont eu des informations fiables. Parce qu'ils engagent l'État dans leurs attributions, la présence d'un ancien président honoraire. Or, l'ancien président honoraire, il a un statut particulier qui est rattaché au service qu'il a rendu à la nation, comme étant un ancien président de la République. Il y a même une loi organique portant statut des anciens présidents. Dans son article, je crois, 5, qui impose à un ancien président de la République ce qu'on appelle les devoirs de réserve. Si le siège du PPRD avait été déguerpi, on voulait restituer la parcelle à sa propriétaire originaire, je ne pense que ça ne causera pas un problème. Et le temps où nous avons dit non à l'impunité, oui à une justice équitable et pour tous. Et il y a des maisons de l'État qui ont été expoliées à travers la République, qui sont en train d'être restituées à leurs propriétaires originaires. Nous avons vu même le doyen du Sénat, le patriarche Jonas Mukamba, avait retrouvé sa concession qui a été longtemps expoliée. Donc, pour revenir à votre question, pour vous éclairer par rapport à ce que vous avez... Si on négocie avec le M23, si on négocie avec le M23, pour vous estimez être avec eux. Avec M. Kabila que nous estimons à être derrière le AFC ou le M23. Mais nous sommes entrés de négocier, comme je vous ai dit, pour trouver la paix à l'est de notre pays. Mais cela ne nous empêche pas de poursuivre certains Congolais qui ont des liens avec les rebelles. N'est-ce pas paradoxal cette démarche? Non, ce n'est pas. Vous négociez avec le M23, mais en même temps, vous faites du matraquage contre des présumés collaborateurs de ce M23. Les négociations sont en cours, mais
les services ne peuvent pas croiser les bras parce qu'on continue de négocier, les services vont cesser de travailler. Non, nos services vont travailler et tout celui qu'on va suspecter d'avoir des connivences avec des rebelles, la justice de mon pays ne lui échappera pas pour entamer des poursuites, passer à toutes les procédures possibles pour essayer un peu de vouloir empêcher ce mouvement de plus développer leurs ambitions. Vous soignez avec Nanga qui s'affiche clairement comme coordonnateur de ce mouvement rebelle, mais en même temps, vous estimez que Kabila doit être plus puni que Nanga? Non. C'est paradoxal. Le problème de Nanga, il y a eu déjà un procès où il y avait eu un jugement. On avait rendu un jugement. Vous faites quoi de ces jugements? Vous faites quoi de ces condamnations? Vous négociez avec des gens sur qui ils pèsent des condamnations à mort? Non, ils ont déjà des condamnations. Et c'est là, au niveau, je crois qu'avec ces genres de négociations, on va attendre les revendications. Ils vont expliquer, ils vont dire pourquoi ils ont pris les armes. On va toujours vouloir un peu à trouver une solution permanente par rapport... Ça, c'est un point de vue politique ou diplomatique. Mais sur les volets judiciaires, sur le plan... qu'est-ce que ces condamnations deviennent? Sur le plan de droit, ils ont été condamnés. Ils pouvaient interjeter l'appel s'ils se sentent lésés ou ne se sont pas contents à leur condamnation. Par exemple, ils peuvent estimer avoir été condamnés par défaut, n'ont pas été saisis pour présenter ce moyen de défense. Ils peuvent interjeter l'appel au niveau de la juridiction supérieure. Ils peuvent être acquittés ou voir leur peine réduite. Donc, il y a plusieurs procédures que la loi donne à toute personne qui a été jugée et condamnée à une juridiction inférieure d'interjeter l'appel à la juridiction supérieure. Très bien, signature d'une déclaration conjointe. Et les deux parties ont martelé sur le cessez-le-feu. Pensez-vous que cette fois, c'est la bonne ou ça sera la bonne? Parce que plusieurs fois, on a tenté de signer des accords sur le cessez-le-feu au niveau de la SADC, de l'Union africaine, mais tous ces accords ont été foulés au pied. Pensez-vous que pour cette fois au moins, une accalmie sera réellement observée? Donc écoutez, vous savez, le cessez-le-feu dont nous parlons, ça a été le souhait de nous tous, parce que de part et d'autre, il y a des pertes de vies humaines. Ce n'est pas seulement de notre côté qu'on parle de pertes de vies humaines, où il y a des morts. De leur cas aussi, il y a des morts. Une guerre ne nous aide pas à évoluer, à avancer. Ça détruit l'économie. Aujourd'hui, à Goma, à Bukavu, parce que plusieurs activités est paralysées. Il y a même les gens de Goma qui ont du mal d'aller se rendre dans des villes telles que Beni et autres villes. Donc ça fait trop mal. Donc c'est ainsi que nous voulons un cessez-le-feu sincère, honnête, crédible et permanente, afin de permettre à la population de ce coin qui ont été longtemps traumatisés, perturber leurs activités, voir leurs activités être perturbées, de vouloir évacuer dans leurs occupations habituelles, comme toujours, comme à Kinshasa nous vivons, comme les autres dans d'autres villes de la République sont en train de revivre. Pour la coalition Labuka de Martin Fayoul Madidi, Prince qui a pris la parole pour les comptes de cette coalition, estime que la signature de cette déclaration conjointe est un premier pas vers la tenue d'un grand forum qui mettra autour d'une table et les pouvoirs en place et l'opposition politique et l'opposition armée, la société civile et consorts, pour passer en revue les différentes questions ou les différents mots qui rongent la République démocratique du Congo. Et il faudrait même fusionner tous ces processus, Luanda, Doha, Nairobi, Senko, SCC, pour pouvoir dégager des recommandations qui permettront de mettre fin à ces atrocités. Votre point de vue? Vous savez, notre pays, depuis, je peux dire, notre accession à l'indépendance, nous avons connu plusieurs assises. La table ronde, 1, 2, table ronde de Bruxelles. Il y a eu les accords qui ont été signés. Il y a eu les accords au niveau de l'Afrique du Sud, de Sansuti, après le départ de Mobutu avec Mosé Laurent Désiré Kabila. Il y a eu plusieurs assises sous
la médiation sert de Mandela, de Thabo Mbeki, il y a plusieurs médiateurs. Mais ça ne nous aide pas à évoluer. Si nous venons, prenons le régime de Kabila, le fils, nous avons connu San Sutu. Après San Sutu, nous avons connu concertation. Après les concertations, nous avons connu le dialogue de l'Union africaine. Nous avons connu le dialogue de Saint-Sylvestre. Il y a eu des accords avec de bons offices. Et il y a pas longtemps, c'est que nous avons connu le chef de l'État personnellement lui-même la naissance de l'Union sacrée. Et il n'y a pas longtemps, les professeurs Casimir et Béran, le conseil spécial en matière de sécurité du président de la République, avait aussi convoqué la politique d'union nationale. Et toutes ces astuces, moi je peux dire, ça n'a pas aidé les Congolais à évoluer. Nous voulons des assises sincères, claires, où les acteurs politiques vont parler de vrais problèmes de la République. Et non des assises qui aboutira à un partage des pouvoirs, à un partage des gâteaux. Ce pays n'est pas un gâteau à partager à tout le monde. Nous sommes de ceux qui pensent que tout celui qui a des ambitions de diriger le pays, il n'a qu'à attendre les élections. La constitution que nous avons aujourd'hui, qui a été mise en place en 2006, révisée en 2011, elle consacre le seul mode d'accès au pouvoir que par les élections et non pas le fait de prendre les armes, le temps de les dialogues, afin d'imposer, non, donnez-nous la primature, parce que nous détenons la majorité au nom de je ne sais pas de quoi, et les gens veulent toujours avoir demandé beaucoup de choses. Non, moi je suis de ceux qui pensent que tout celui qui a des ambitions de diriger le pays, il n'a qu'à attendre les élections. Donc, les propos de Lamuka sur un probable assise ou qui vont réunir, qui vont évaluer toutes les assises, les accords de Luanda, de Nairobi, et avec le SADC, ce n'est pas opportun. Ce n'est pas opportun à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, nous devons nous focaliser à trouver la paix à l'est de notre pays et pour les autres acteurs politiques attendre les élections ou soit des rejoindre le bateau de commandement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour espérer avoir un poste au sein du nouveau gouvernement. Comment décourager cette pratique qui consiste à recourir aux armes pour revendiquer? Hier c'était Moussa Niamou, ici c'était Bemba, c'était Roger Lumbala, aujourd'hui c'est Corneille Nanga, c'est Bertrand Bisimwa et tous les autres. Comment décourager cette pratique? Comment éviter que les gens soient frustrés et que les gens puissent recourir aux armes contre leur propre pays? Moi, je ne pense pas que si on est frustré parce qu'on n'a pas été nommé, parce qu'on n'a pas bénéficié d'un poste ou d'une fonction, il faut prendre les armes. Ce n'est pas une bonne manière de faire la politique ou une bonne manière de faire la chose. Parce que nous, en étant démocrates, nous avons suivi les combats nobles de notre maître. Je cite le président Etienne Tshisekedi Wamuluba. Depuis quand il est devenu votre maître? Je vous dis, depuis quand il est devenu notre maître? Depuis quand, franchement? Depuis quand? Vous, Aldec, depuis quand Etienne Tshisekedi est devenu votre maître? Aldec est né en 2007. Avant vous êtes né au pouvoir. J'ai été membre de la MP. Non, Aldec est né et n'était pas membre de AMP, la majorité. Voilà, l'AMP d'abord. Aldec est né en 2017. 2017, voilà. 2017, c'est Kabila qui est encore au pouvoir, vous êtes encore au FCC. Aldec comme parti, il n'était pas au sein de l'FCC. C'était le regroupement politique où Aldec était membre. Non, mais vous étiez au FCC. Vous étiez au FCC. Oui, on ne refuse pas, on l'assume. Alors, un parti qui a pris le au FCC a polémique. Non, ce n'est pas de la polémique. C'est plutôt une question de rationalité. Écoutez, nous sommes rationnels. Personnellement, je dis, je reste cohérent dans ce que j'ai dit. J'ai suivi la formation de notre maître. Vous parlez de vous et non du parti. Personnellement, je parle de moi. Mais je parle de moi sans pour autant engager le parti politique.
Donc, j'ai suivi des formations de mon maître. Vous étiez où avant de rejoindre Aldec? J'étais à l'opposition. Quel parti politique? Non, je n'étais pas dans un parti politique, j'étais dans un mouvement citoyen. Je peux vous dire que j'étais dans... Ah, mais les mouvements citoyens étaient apolitiques. Non, secte. Nous étions apolitiques, mais à un moment, nos activités allaient un peu de pair avec des politiciens. Mais ça ne faisait pas de vous des opposants. Non, on nous appelait déjà les opposants. Oui, ça c'est la clameur publique. Je suis un ancien militant de Filimbi. À moi, j'ai l'esprit Filimbi, l'esprit révolutionnaire, l'esprit de la résistance, de mener une lutte pacifique. C'est ainsi que nous avions... Vous êtes dans les départ, je vous ai perturbé un peu. Non, vous ne pouvez pas perturber, c'était important d'éclairer l'opinion quant à ce que je dis, parce que je parlais de mon maître Tshisekedi, je crois que cela vous a dérangé. Non, ça ne m'a pas dérangé. Ça ne m'a pas dérangé. Il revient sur ma question, comment décourager le recours aux armes pour exprimer ces revendications. C'est ce que j'étais en train de dire, selon les enseignements de notre maître Tshisekedi, qui nous avait enseigné de mener un combat noble, non-violence, sans prendre les armes. Et il y a une seule façon de décourager ce genre de pratiques. À chaque fois, il y a des frustrations, les gens vont préférer aller prendre les armes. On les place parce que l'opposition politique est reconnue par la Constitution. Nous voyons ce que nos amis de la Mouka sont en train de faire. C'est l'opposition politique. Des organismes, des activités non-violentes, pacifiques. Une seule façon de décourager cela, c'est de refuser à chaque fois d'appeler les gens dans une table de négociation et leur donner des postes. Ah bon? Ouais. Pourtant, cette table de négociation est la résultante même de cette prise d'armes par certains compatriotes. Non, écoutez, il va aller prendre des armes pour quelle raison? Parce que Nanga, l'alternance que nous avons, Nanga est parmi je peux dire, les artisans de cette alternance. Mais Nanga lui-même a donné naissance à un enfant et lui-même veut détruire l'enfant qu'il a donné naissance, qu'il a supporté pendant 9 mois. Est-ce qu'au niveau interne, nous développons une politique qui frustre les gens au point de prendre les armes? Nanga a raté l'occasion d'entrer dans l'histoire de notre pays par la grande porte. C'est l'occasion que Nanga a raté. Parce que Nanga était le seul président de la CENI qui avait donné la publication et qui était resté à l'aise sans être inquiété. Et les résultats... Avant, il y a des gens qui ont été inquiétés. Avant Nanga, il y avait le président de la CENI inquiété après avoir publié les résultats. Le fait Malouma avait donné les résultats dans un char de combat. Et à la suite, vous savez ce qui lui est arrivé? La maladie est naturelle. Oh, Imulunda a rendu. Imulunda lui-même était le président de la CENI qui répondait à un candidat à la présidence de la République et Bokolela Namunokamboka. Vous vous rappelez? Mais Corneille Nanga est arrivé à la tête de la CENI. Il a donné les résultats des élections qui a provoqué la fête dans l'ensemble de la République. Donc c'est ce que j'ai dit, que Nanga a raté l'occasion d'entrer dans l'histoire de notre pays par la grande porte. C'est l'occasion que Nanga a raté. Si Nanga voulait devenir président de la République, il devait faire comme Jacques Njoli, Basengezi Katitima, après avoir exercé ses fonctions à la CENI. Mais il avait même créé, il avait créé même un parti politique. Mais oui, mais il avait annoncé aussi sa candidature à la présidentielle. Mais pourquoi pas? Mais il a annoncé sa candidature à la présidence. Il devait rester là au pays, mener sa lutte, comme tous les autres. Mais pourquoi il a préféré d'aller prendre des armes? Il va venir solliciter le suffrage à cette même population qu'il a tuée. Et Nanga va venir être candidat et il va descendre à Goma. Quel est le discours que Nanga va amener avec la population de Goma? Merci ou avec la population de Rutshuru, de Massissi, de Kaenge, de Kayem, partout là. Merci beaucoup. On va terminer ces premiers thèmes de l'émission par cette observation ou cette petite question. Le CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, avait interdit toute diffusion des informations liées à l'AFC M23. Maintenant, on a été surpris de voir mercredi
sur la RTNC, édition du journal de 20h, le présentateur ou la présentatrice faire la lecture de cette déclaration conjointe. Alors on se demande, la mesure du CESAC tombe caduque ou il y a des sanctions qui vont suivre la RTNC et d'autres médias qui ont relayé ces communiqués? Je crois le président du CESAC, Maître Christian Bossembe, c'est un homme très intelligent, que j'apprécie son intelligence. Je ne pense pas qu'il va tomber dans un piège. Non, vous appelez ça piège? Non, excusez-moi, laissez-moi le terminer. Je ne pense pas qu'il va tomber dans un piège d'avoir publié un communiqué interdisant toute diffusion des activités de l'AFC et lui-même il va revenir encore pour accepter que la chaîne nationale puisse publier. Mais est-ce que la chaîne nationale avait reçu l'autorisation du CESAC pour pouvoir diffuser ces communiqués? C'est une question qui reste à vérifier. Parce que même la présidence de la République a posté ces communiqués. C'est la question qu'il faut se poser au niveau du CESAC. Parce que quand le CESAC avait suspendu, il y avait une communication, il a communiqué ou un communiqué. Et quand le CESAC voulait encore lever cette mesure, il fallait aussi nous communiquer. Merci beaucoup. Nous éclairer, nous informer de ce que c'est ça qui voulait que cela soit ainsi. Donc, je pense que Maître Christian Bossembe, le président du CESAC, et surtout, je l'exhorte de trouver un climat de paix avec ses collaborateurs, les hauts conseillers de la République. Merci avec beaucoup. La tension qui règne là-bas. Il faut le chercher en privé pour lui prodiguer ses conseils. C'est l'occasion aussi de lui lancer ce message. Merci. De trouver un climat de paix par rapport à tout ce qui se passe avec les hauts conseillers de la République. Je voulais qu'il soit là pour travailler pour la République. Merci beaucoup. Veiller dans l'espace audiovisuel de notre pays. Merci beaucoup. Procès Boukangalonzo, le ministère public a requis 20 ans contre Augustin Matata Ponyo, Mapon, ancien premier ministre, Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale, et l'homme d'affaires sud-africain, Grobler, je crois. Pour une certaine opinion, la justice est cruelle contre les opposants et très accommodante pour vous du pouvoir. Il y a le cas Nicolas Kazadi qui avait suscité une clameur publique, mais les dossiers passaient comme ça. Comment vous expliquez à ce jour cet acharnement sur Matata? Les plus importants dans notre pays, à chaque fois on arrête où il y a des soupçons d'un détournement ou d'une infraction qui pèse sur une personne qui est proche du président de la République, les gens sont très sévères. Ils oublient même la réalité ou ce qui dit la loi par rapport. Le procès Boukangalonzo, c'est un procès qui a été ouvert, je peux vous dire, il y a très longtemps, avant même que M. Matata Ponyo soit élu député national. Les problèmes des humilités que l'Assemblée nationale... Non, à l'époque, il était sénateur, je pense. Le Sénat de l'époque avait déjà procédé à la levée des humilités. Et Matata Ponyo n'est pas poursuivi comme un député national. C'est un procès qui date, qui avait commencé avant son élection à l'Assemblée nationale. Il faut savoir un peu faire la part des choses. Dans ce pays, lorsque vous êtes opposant, les poursuites judiciaires pour vous, on ne peut plus entamer parce qu'une fois la justice veut mettre la main sur vous, on va parler d'un acharnement. Cette même justice avait condamné l'ancien directeur des cabinets du président de la République. Et c'était quoi la réaction du président de la République? Très proche. Camer, c'était un homme honnête. Non, le président de la République, il a émis la justice influencer la décision judiciaire. La justice de votre pays condamne quelqu'un pour détournement, corruption et consort, et vous, comme premier citoyen de ce pays, vous estimez que la personne condamnée est honnête et intègre? Le président de la République, il avait émis son point de vue. Et son point de vue qui ne pouvait pas influencer la décision de la justice. Pour le cas de Nicolas Kazadi, c'est un père de famille, son image a été jetée en pâture. Mais écoutez, Nicolas, c'est un père de famille, vrai ou faux? Non, répondez-moi. Le président, son image a été jetée en pâture. Il est aussi un père de famille, vrai ou faux?
Mais le problème de Nicolas Kazadi, la justice de mon pays a convoqué l'honorable Nicolas Kazadi Nzouji. Et après avoir auditionné, ils ont trouvé que le dossier est vide. Monsieur Nicolas Kazadi n'est pour rien par rapport à cette histoire de forage. Il y a eu un acharnement contre sa personne, sans raison, sans motif. Là, pour Nicolas, c'est de l'acharnement. Pour Matata, non, écoutez, laissez la justice faire son travail. Ici, je ne sais pas dire le procès Matata, c'est un acharnement ou pas, mais moi, je suis un légaliste. Je crois à la décision de la justice, je crois à notre justice. Et nous attendons la décision finale de la justice de notre pays par rapport au procès Matata. Ce que je peux conseiller à Matata, le refus de comparaître devant une juridiction, ça constitue une infraction en droit congolais. Il doit éviter de tomber dans le piège pour vouloir se victimiser en étant un imposant. Il a été, depuis le début de ce procès, présent à chaque... Il avait même écourté son séjour en Guinée-Conakry. À l'époque, il était encore conseiller d'Alpha Condé pour venir répondre aux accusations portées contre lui. Il doit arrêter de se tomber dans ce genre de pratiques, de vouloir se victimiser. Est-ce qu'il se victimise? Il est en train de se victimiser pour salir l'image de notre régime. Le procès Boukangalonze, les Congolais, nous voulons voir clair. Les tracteurs qui ont été achetés. Pourquoi ne pas aussi voir clair dans l'affaire lampadaire, forage et consorts? L'affaire lampadaire et forage, n'est-ce pas que l'ancien ministre d'État de développement rural François Roubota a été à la prison centrale de Makala pour cette affaire? Maintenant, sur l'affaire lampadaire ou l'affaire forage, quelle a été la responsabilité de Nicolas Kazadi? Parce que c'est un argentier de la République. C'est Nicolas qui a exécuté un programme du gouvernement. Et c'est ce que vous allez vous acharner contre sa personne. Parce que selon vous, vous voulez voir Nicolas Kazadi en prison pour dire que la justice de notre pays existe. Mais ce régime, il n'y a pas des hommes forts dans ce régime. Dans notre régime, il y a des fortes institutions. Mais maintenant, pour nous, c'est un citoyen comme tous les autres citoyens. Il y a des privilégiés. Non, il n'y a pas de privilégiés. Je vous donne un cas. Moukeba, il passe à la télé, il fait une analyse. Demain ou après-demain, il est arrêté. Qu'est-ce que vous appelez analyse? Laissez-moi finir ma question. Non, écoutez. Laissez-moi finir ma question. Écoutez. Attendez un peu. C'est moi qui ai l'église. Attendez. J'ai la police du débat. Il est mon frère de l'église. J'ai la police du débat. Calmez-vous. J'ai la police du débat. Moukeba, il passe à la télé, il fait sa déclaration, on vous l'arrêtez. Il passe comme ça 2 ans en prison. Un autre de l'UDPS prend la parole, il menace le président de l'Assemblée nationale, il l'insulte pratiquement, il va au parquet, audition. Pour quel motif? Madame Denise de Sochoy, elle avait fait la prison dans ce pays, elle défendait le chef de l'État. Ça, vous ne parlez pas. Madame Denise de Sochoy, elle a fait la prison dans ce pays à Kinshasa. Ici, à la prison centrale de Makala. Et c'est là que vous me parlez. Et vous avez suivi sa déclaration après avoir quitté la prison. Elle a été incarcérée simplement parce que le chef l'avait lâché. Non, ça n'engage que lui. Mais je peux vous dire que Madame Denise de Sochoy, elle a fait la prison dans ce pays. Pour avoir été lâchée par le chef, d'après elle. Non, et puis, on a gracié. Ils ont... la justice de mon pays a accordé une mesure de grâce, même à des opposants. Qui par exemple? C'est Kikouni. Il a quitté la prison par grâce présidentielle? Oui. C'est Kikouni. Ils ont été nombreux. Et ça, il faut aussi en parler. Donc le cas Boukangalonzo n'est pas un acharnement sur la personne de Matata. Ce n'est pas un acharnement, c'est juste que nous, les Congolais, nous voulons voir clair. Matata Ponyo n'a pas géré la boutique de sa famille. Matata Ponyo a été chef du gouvernement. Matata Ponyo avait piloté un programme de parc agro-industriel de Boukangalonzo. Ici, dans la ville de Kinshasa, on nous a placé des conteneurs, soi-disant des postes où on va vendre
de trucs de Boukangalonzo, mais aucun Congolais a mangé même une cuillère de maïs ou de la pâte de maïs faite par le maïs de Boukangalonzo. Et Matata Pon, il reste un génie que le monde n'a jamais connu, d'avoir semé le maïs à Boukangalonzo, récolté l'université à Kindu. Raccordement frauduleux. Et si les Congolais veulent voir clair, vous allez parler d'un acharnement. Si c'est Nicolas Kazadi, on dit qu'il a été acquitté, vous dites que non, c'est la justice de 2 poids 2 mesures. Quand cette même justice arrête les gens qui défendent le président de la République, là vous dites que non, c'est entre eux. Mais quand c'est l'opposant, c'est l'acharnement. Non, aimons le Congo. Vous savez les propos que Mike Mukeba a tenus. Je n'ai rien contre lui, c'est mon aîné. J'apprécie ses analyses, je l'aime beaucoup. C'est mon frère de l'église. Ces propos sont plus graves que des menaces de mort contre un président de l'Assemblée nationale. Quelles étaient ces menaces de mort? Mais dans ces pays, le président de la République... Vous voulez jouer à l'ironie? Dans ces pays, le président de la République a été traité d'un jeune homme. Au Koliambouma. Mais ces gens-là, ils sortent librement. Non, c'est des gens qui ont fait la prison, qui ont purgé leur peine. Au Koliambouma a purgé sa peine. Ils ont purgé sa peine, mais l'autre là qui a traité le chef de l'État d'un jeune homme. C'était qui? Celui-là, il est maintenant dans la rébellion. Après avoir retrouvé sa liberté. Quel a été le péché d'archevêque Coutinho Fernando? Pour avoir connu ce qu'il a connu. Quel a été le péché d'Arma Tungu? Quel a été le péché de Chéribin Okende? Merci beaucoup. Père son âme, Chéribin Okende, on se connaissait très bien. Je lui reconnais en lui un homme intelligent, fidèle à ses convictions, un homme de conviction. La mort de Chéribin Okende n'a rien à voir avec le régime. Ah bon? Quel est le danger représenté Chéribin Okende? Il représentait quel Arma Tungu représentait quelle menace pour Kabila? Arma Tungu représentait quel danger? Mais il faut poser la question. Mais pourquoi il a subi ce qu'il a subi? Il a subi quoi? Arma Tungu avait été arrêté et depuis qu'il a été arrêté, Arma Tungu ne l'a jamais revu. Qu'est-ce qu'il a fait? Floribert Chebeya, il est sorti comme tout le monde, papa, répondre à un rendez-vous. Mais c'est comme Chéribin Okende, non? Non! Il est allé répondre à un rendez-vous à la cour conditionnelle et... Écoutez! Il n'a plus revu sa famille. Dans ce régime, vous devez nous applaudir. Chadari, Obin Minaku, Kambel, ils ont été invités, ils ont rentré. Chebe a été invité, il n'a jamais rentré. Chéribin Okende a été invité, il n'est jamais rentré. Chéribin Okende a été invité où? Vous voulez jouer à l'ironie? Non, quelle ironie? Mais dites-moi, il a été invité. Merci beaucoup. Son rendez-vous, de là où il était déjà à la fin, depuis, il a déjà fini avec ses rendez-vous à la Cour constitutionnelle pour la déclaration de patrimoine. Il s'agit de quelqu'un qui a été un père de famille, qui a laissé des enfants. Beaucoup sa mémoire. Il faudrait parler de son cas avec beaucoup de prudence. Quand je vis ces cas dans les réseaux sociaux, j'ai été touché. En lui connaissant. Merci beaucoup. C'était Chéribin Okende. Je lui connaissais très bien. C'est un homme de conviction. C'est un homme intelligent où la République avait encore besoin de lui. On a terminé cette émission. Maître Dieudonné Kaninda, la caméra est devant vous. 1 minute, votre mot de la fin et on va se séparer. Le mot de la fin, c'est que aimons les Congo. Nous n'avons qu'une seule nation. Est-ce que vous aimez le Congo? Nous aimons les Congo. Aimons les Congo. Vous aimez l'argent du Congo ou vous aimez les Congo? Nous aimons les Congo. Aimons les Congo. Merci beaucoup. Aimons le Congo, c'est ça le mot de la fin. Merci. Tolinga Congo. Grand merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Je suis toujours là, disponible, malgré les co-débatteurs, puis la poudre d'escampette. Joseph Edé Baduel, je n'ai pas compris pourquoi il n'est pas venu. Il avait accepté l'invitation. Ce matin, je l'appelle, son téléphone était... Oui, c'est ça, c'est ça l'opposition actuellement, parce qu'ils n'ont plus d'arguments. Ils ne savent pas quoi parler, donc c'est ainsi qu'ils ont fui les plateaux de télévision. Merci beaucoup. Allez, ça en est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. C'était le dernier numéro de votre magazine Perfect Actu. Grand merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve lundi 9h30 avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir.